Ok, merci. Donc, je me présente Nabil Cher, je suis IGE 5 et j'ai fait toute ma carrière en Europe, en fait à Londres, avec des fonctions sur différents pays, en Europe et aux US. Donc, ma carrière ça fait en trois sections bien claires, nettes. Une, j'ai passé 15 ans, j'ai commencé comme ingénieur à Londres. J'ai travaillé pendant 15 ans chez Northern Networks. Et j'étais comme ingénieur réseau. Après ça, j'ai géré l'équipe System Engineering. Je suis passé en commercial, donc en gérant la partie optique, partie switching, etc., sur l'Europe du Sud et puis un peu sur EMEA. Après ça, je suis passé chez Cisco, Cisco Systems. J'ai passé 12 ans chez Cisco. Je m'occupais des gros opérateurs comme Groupe Orange, Groupe Vodafone. Et à la fin de ma carrière chez Cisco, on m'a demandé de gérer ce qu'on appelle service providers sur les marchés émergents. Donc, ça couvrait un peu partout ce qui n'était pas. Quand j'ai rejoint on peut dire une start-up, c'est pas une start-up, c'est une start-up qui a 8 ans d'existence, qui s'appelle Greenwave Systems, qui est une start-up américaine qui est basée en Californie. Et gère Europe, Middle East and Africa. Et on a des technologies qui sont smart home, smart cities, mais aussi beaucoup de logiciels, beaucoup de travail avec les fournisseurs de semi-conducteurs et de donner des solutions qui sont pertinentes aujourd'hui. Et le point que je voudrais faire, c'est que pertinent, ça veut dire quand les opérateurs américains surtout, on travaille pour leur donner de quoi être compétitif contre Facebook, Google, Amazon. C'est là où ça se tient. Donc, c'est beaucoup de logiciels, beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de contenu. Voilà en deux mots ma carrière. Donc, en ce qui concerne les formations que j'ai faites, à part être IGE 5, qui était une très très bonne formation qui m'a permis d'aller directement dans le monde du travail en Europe. J'ai fait un MBA à l'INSEAD, à Fontainebleau. Et après ça, je dirais que j'étais extrêmement curieux en technologie. Et ma recommandation est que tout le monde doit être très curieux parce d'un côté, on a beaucoup de chance, on est dans un secteur qui change énormément. Ça veut dire aussi qu'il faut être très curieux et apprendre tout le temps, sinon on est dépassé très rapidement. Voilà mon introduction. J'espère qu'ils ont pu m'entendre. En tout cas, nous, on vous a bien entendu. Super. Je pense que c'est à vous, là. Je pense que c'est à Jamal. Ouais. Ouais. À moi? Attendez. Ok. Ça marche là? Ça marche. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ben là, comment on sait que ça marche? Je vois rien. Là, je vais activer la caméra. Salut. Bonjour, Jamal. Bonjour, ça va? Oui, ça va.
Ouais, ben, c'est pour se présenter. Moi, c'est Jamal Ramoul, IGE 27. Euh, j'ai commencé ma carrière en Algérie avec Nejma ou Watania à l'époque, qui maintenant s'appelle Orido. J'étais ingénieur maintenance. Puis après 2 ans, je suis parti au Canada. De zéro, on va dire. J'ai commencé avec IBM en tant que support helpdesk. Après, j'ai switché vers Rogers, qui est un gros opérateur au Canada. J'étais dans les opérations, donc je faisais toujours de la maintenance. Tout ce qui est côté RF, les BTS, les antennes, microwave, un peu de switching aussi. Après, à l'intérieur de Rogers, j'ai changé pour un autre département qui s'appelle In-Building, qui est RF Engineering. Puis je faisais du design de tout ce qui est réseau cellulaire à l'intérieur des bâtiments, donc tout ce qui est high-rise building, tout ce qui est shopping mall, les stades. Puis j'avais participé dans des gros projets comme un gros stade ici au Canada qui s'appelle Rogers Center, qui avait comme 55 000 spectateurs, où est-ce qu'on devait mettre un système de small cell. Puis j'avais mis genre 70 small cells avec des antennes directives. C'était vraiment, je pense, le plus gros challenge que j'ai eu dans ma carrière. J'utilisais un logiciel qu'on appelait iBwave Design. Et par la suite, je suis devenu expert de ce logiciel-là qui fait le prediction modeling de tout ce qui est RF. Donc, on a un visuel de qu'est-ce qui se passe, de chaque antenne, qu'est-ce qu'elle couvre, puis le overlap, puis on peut voir les différents paramètres comme RSRP, le SINR, RSRQ. Puis après ça, j'ai été recruté par iBwave et là, je suis sales engineer. Donc, je suis comme conseiller technique des vendeurs. Puis tous les clients en Amérique du Nord, y compris les gros opérateurs AT&T, Verizon, T-Mobile, ils utilisent tous ce logiciel. Puis quand ils ont des questions techniques, c'est à moi qu'on réfère. Puis quand il y a des nouveaux contrats qui se signent, puis ils ont des questions techniques, c'est toujours moi qui est présent avec les vendeurs. Donc voilà en gros ma carrière. Ravi de vous rencontrer tous. السلام عليكم سي مجتبى طيب جي 28 بديت الكارير تاعي في نوكيا ماروك en 2008 ingénieur MPO au Maroc Télécom بعد ابري 3 mois ولا 4 mois تاع جوب ترينينغ تما وليت للجزائر pour travailler projet Orido comme ingénieur MPO خدمت presque 4 ans ولا 5 ans في الجيري. Puis j'avais l'occasion de نخدم في نوكيا تنزانيا خدمت 3 mois comme MPO puis j'avais l'occasion d'être un technical manager au Vodacom Tanzania et après d'être interview وليت هنا في نوكيا Irlande et je travaille dans le domaine de core optimisation et design. Maintenant je suis le solution architecte pour l'opérateur 3. Généralement, on dit le design ABSS, media gateway, tout ça, core optimization, checking KPI. Généralement, tout ce qui concerne le core, planning et design, je suis le responsable ici. C'est moi, je crois. Ouais. Salam alaikum, Khairdin Hadji. Je suis diplômé de l'Institut G30. Donc, j'ai pas autant d'expérience que les personnes qui viennent de parler. Mais bon, donc je suis diplômé, comme je vous dis, de l'Institut en 2010. Ensuite, j'ai fait un Master 2 à Paris Sud 11, réseau télécom. Ma carrière professionnelle, ça a commencé chez SFR en tant que pilote de projet de déploiement des liens trans. Par la suite, j'ai passé 4 ans chez Alcatel-Lucent pour un projet de swap. Donc, c'est du swap c'est du swap pour l'opérateur Orange. Donc, j'étais intégrateur dans un premier temps. Ensuite, j'étais support et pour terminer, j'étais coordinateur transverse.
Aujourd'hui, je travaille chez Bouygues pour un projet de mutualisation. C'est un projet de radio, de mutualisation de la partie accès. Donc, pour faire simple, on a la partie accès radio qui est mutualisée entre ASFR et Bouygues. Et donc, moi, je travaille sur la partie transmission. Donc, ça concerne tout ce qui est un PLS TP. Je mets en place des process et des méthodes pour l'amélioration continue, les expressions de besoin pour la partie développement, tout ce qui est assis. Donc voilà, à peu près, c'est ce que je retiens de ma carrière. Je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Je pense qu'il y a plus important à parler. Donc, par rapport... c'est quoi la question? Ah, c'est quoi la question? On va passer à la deuxième question. La deuxième question. Pardon, on passe à la deuxième question? Apparemment. Ok. Donc, c'est Nabil Chahir de nouveau. Donc, la deuxième question nous demande de vous parler un petit peu des points déterminants dans la formation. Je veux dire quelque chose qui, à mon avis, pour moi, a été très important. C'est que la formation d'IGE, elle est, de par le monde, assez unique parce que ça nous donne une vision totale de différents éléments d'un réseau télécom, que ce soit transmission, switching, optique, etc. Donc, pour moi, ça a été une très, très bonne base. Et pourquoi je dis unique? Parce que je pense qu'en Europe, il y a très peu de formations qui sont les mêmes, à part peut-être les formations des grandes écoles télécom en France. Donc, à partir de là, quelles sont les autres formations? Je pense que toutes les grosses, c'est bien de commencer par une grosse boîte. J'ai eu de la chance de commencer chez Nortel et après chez Cisco, parce que ces grosses boîtes permettent de toucher à tout et ils ont plein de formations qu'on peut prendre soi-même. Donc, soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas les formations qui vont déterminer votre carrière, c'est plutôt vous et votre curiosité et les choix que vous faites en étant toujours à l'affût par rapport à quelles sont les nouvelles technologies et dans quelle direction va notre industrie et faire des formations qui vous emmènent vers le haut plutôt que rester sur ce qui très rapidement devient ce qu'on appelle commodity. Donc, il y a certaines parties d'un réseau télécom qui deviennent commodity. Ça veut dire que c'est vraiment beaucoup de volume, mais pas beaucoup d'innovation. Il faut toujours aller vers l'innovation. Donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est ça, premièrement, être très curieux de la formation que j'ai faite en Algérie. Au-delà de ça, il faut avoir, si on veut aller vers des positions qui sont un peu plus ouvertes sur la partie business, par exemple, à ce moment-là, il faut absolument faire un MBA. Chose que j'ai faite. Okay? Donc, j'ai eu de la chance encore d'être dans une société Northern Networks, qui m'a payé ma formation. Et donc, voilà, c'est une formation technique. Faire des cours, toutes les grandes sociétés ont plein de cours online, il faut en profiter, on peut en faire plein. Ça va 5-6 ans. Il y en a plein. Ce n'est pas le choix qui manque. OK, voilà ma contribution. C'est le tour de Jamel, à mon avis. Quelles sont les questions? Je ne les vois pas.
Il faut voir le. Bon, il y a les questions en fait sont sur le. Mais je vais vous la lire. En fait, on vous demande de parler sur quels sont les points déterminants sur votre formation qui ont fini par orienter votre carrière professionnelle. Je dirais que j'appuie ce qu'a dit Nabil. Oui, la formation IGE était une base. Après, c'est l'expérience au travail. C'est clair que moi, au début, je voulais plus aller vers networking, switching. J'avais fait CCNA avec Cisco et tout ça. Mais après, Mektoub a fait que je sois en RF, tout ce qui est RAN, Radio Access Network. J'avais commencé GSM avec Watania Ooredoo maintenant. Puis petit à petit, c'était vers UMTS 3G, puis après LTE 4G. Mais je dirais qu'est-ce qui fait avancer le plus rapidement en dehors des formations académiques, parce que j'ai fait un master en engineering, spécialité réseau de télécom ici au Canada. Mais je dirais que c'est pas ça qui m'a fait avancer le plus dans ma carrière, ce serait plus ma curiosité, comme Nabil a dit. Fait que toujours être au courant de ce qui se passe, c'est quoi les nouvelles technologies, chercher, lire les blogs, les sites internet, participer à des webinaires. Il y a beaucoup de webinaires qui se font online. La majorité sont gratuits. Genre, toutes les grosses boîtes le font, genre Cisco, toutes les gros manufacturiers des équipements télécom, ils font des webinaires pour annoncer c'est quoi les nouvelles technologies, c'est quoi le 5G, c'est quoi IoT. Puis le plus que vous en saurez, comme ils disent ici, knowledge is power. Le plus de savoir que vous avez, le plus que vous serez genre, important dans la compagnie, puis vous serez une référence, puis ça vous aidera à monter. Puis je pense que pour moi, c'est ça qui m'a aidé et, à être dans un domaine particulier qui est le software de IBWave, à être, disons, l'expert puis une référence ici en Amérique du Nord. Puis sincèrement, j'ai eu connaissance de ce logiciel avec un webinaire. Je n'avais aucune idée de c'était quoi ce logiciel en 2013, je dirais. Puis il existe depuis genre 2004. Puis j'ai entendu parler en webinaire, puis j'ai appris online. Je ne l'ai jamais utilisé. Je suis allé pour l'interview, pour le poste. Puis on m'a dit, est-ce que tu maîtrises le logiciel? Je dis oui. Mais je ne l'avais jamais utilisé. J'ai juste sur Internet cherché, lu dessus, puis c'est comme ça que j'ai appris. Voilà, je pense que le conseil, c'est toujours de fouiner, de chercher, puis de lire, de continuer à lire. Il y a beaucoup de blogs. La majorité sont en anglais, comme telecom.com ou RCR Wireless. Voilà. فوالا عاد تشوف فورماسيون تاع لاسيتي كانت مليحة بزاف عاودت بزاف في الشوا تاع الكارير تاعنا. البلي امبورطون نشوف فيه انا زعما الميموار. على حتى الميموار تاعي هو اللي عاوني بزاف في لاكاليتي سيرفيس دونك ريزون ملتي سيرفيس. ابري درت ستاج في ار ام اس كنشكر كاع جماعة تاع ار ام اس اللي عطونا لوكازيون باش نديرو ستاج. سبحان الله ربي وفقنا. انت في الانترفيو كان لي كيسيون كاع لي كيسيون تاع الانترفيو كانت على الكاليتي سيرفيس ام اس اس ميتي جاتوي تو سا. شغل ربي يوفقنا بهادي باش دخلنا نخدمو في نوكيا. بوي كانت عندي انا لوكازيون دافوار دي فورماسيون اون انتر في نوكيا جيرماني ليها. وكنت ميم طون زعما نقرا زعما اونلاين ترينينغ تاع لي ريزو اي او تي تو سكي كلاود تو سا. صح عاونتني لا فورماسيون تاع اي جو كونسيرنون موديل ترافيك لي فورميل تو سا بور فورمي باغ اكزومبل فورميل ديرلون pour calculer le trafic et tout ça, pour faire le dimensionnement تاع les réseaux. أنا نشوف زعما pour les étudiants زعما il faut baser toujours على les formations اللي راكم تدخلوا فيهم. Ici زعما d'avoir beaucoup d'informations et en même temps نشوفوا les formations ailleurs, les formations basiques, les formations ailleurs comme cloud et Internet of Things ou Linux, tout ce qui est Linux. Donc هذه واش راني نشوف في الفيتور
si زعما تدخل لي زوكازيون بور فوا دي فورماسيون زعما غير ديرهم فوالا خير الدين تقدر تبدا. Ouais. Bah, pour ma part, je vais pas contredire ce qu'a dit Nabil, Jamel et Taïb, mais en fait, je veux juste dire que l'expérience professionnelle, c'est vraiment déterminant dans la carrière qu'on va suivre. Et je parle bien et surtout la première expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation de base que vous avez à l'Institut, c'est vraiment une formation vraiment intéressante. Il faut jamais sous-estimer ce que vous faites à l'Institut. Moi, personnellement, quand j'étais à l'Institut, je disais toujours, mais le niveau, il n'est pas là, la formation, elle n'est pas bonne. Mais plus tard, vous allez voir que ce que vous avez appris à l'Institut, ne serait-ce que le fait d'être dans un environnement qui parle télécom, qui parle Cisco, moi, je n'aurais jamais entendu Cisco si je n'étais pas à l'Institut, vous allez voir que ça va vraiment vous aider plus tard. Et donc, je dis juste que la formation, c'est bien, être certifié, c'est encore mieux, mais c'est le plus important, c'est ce qu'on apprend dans la vie de professionnelle. C'est-à-dire que une fois dans l'entreprise, toujours être curieux, toujours chercher l'information. Et aujourd'hui, franchement, c'est pas les moyens qui manquent, hein. Aujourd'hui, on voit ce qu'il y a sur Internet, on voit des formations en ligne. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, la formation, c'est bien, encore une fois. Être certifié, c'est mieux. Mais le plus important, c'est ce qu'on apprend dans le monde professionnel. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Super. Je pense qu'on passe à la troisième question, c'est ça? Donc, la troisième question, Artificial Intelligence, et est-ce que ça va bouleverser le métier d'ingénieur? Donc, je travaille en plein dedans, en fait. La boîte pour laquelle je travaille, je suis vice-président IMIA pour une boîte qui fait IoT, Smart Home, Smart Cities, partie accès, etc. Et quand on commence à parler de l'IoT, c'est vraiment connecter un nombre de choses ensemble. Ça s'appelle Internet of Things. Donc, c'est connecter tout. Maintenant, là où ça est, comment Artificial Intelligence est entré là-dedans, c'est que au lieu on a commencé par faire ce qu'on appelle automation. Donc, on a un nombre de choses qui sont connectées. Maintenant, il faut que, en faisant une action, par exemple la caméra devant la maison, là, on arrive à la maison, ça nous reconnaît, ça allume la lumière, ça met la chaîne de télé qu'il faut, ça prépare un environnement, etc. Ça ouvre la porte, ça reconnaît qui est là, ça ouvre la porte. Maintenant, tout ça, c'est simple de le dire. Artificial Intelligence, c'est un peu aller au-delà de ça. C'est-à-dire, au lieu de faire juste automation, c'est que l'environnement apprend à reconnaître la personne et prendre des actions au fur et à mesure. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire Artificial Intelligence. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Maintenant, je dirais que juste un mot par rapport à où il faut s'orienter. Donc, IoT, je pense que apprendre un peu la structure IoT, c'est très important pour une chose, c'est que ça doit être fait d'une façon où le logiciel devient l'élément primeur par rapport à tout le reste. Et le logiciel, quand on parle de cloud computing, de cloud software engineering, il faut vraiment que les gens, et j'espère que la formation maintenant à l'Institut parle beaucoup de software engineering, tout ce qui est containers, tout ce que c'est object-oriented engineering, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que le logiciel prend de plus en plus d'importance sur le reste des éléments, que ce soit sur SDN, que ce soit sur cloud computing, que ce soit sur IoT. La partie hardware, elle est plus dans le boîtier, elle est plutôt au niveau du silicon. Donc, les choses que je vois qui sont importantes aujourd'hui, c'est le silicon semi-conducteur par rapport à comment on peut minimiser l'énergie dépensée pour chaque action, et la partie IoT, software engineering, et comment tous ces mondes-là sont reliés. Et je finirai par ce que j'ai commencé. Ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement, et donc être curieux et apprendre au fur et à mesure et en permanence, c'est une chance inouïe qu'on a d'être dans ce monde-là, en fait. Voilà mon conseil de fin.
C'est mon tour là. J'ai pas bien compris c'est quoi la question, mais il me semble que c'était juste de parler de artificial intelligence et de IoT. Je pense que Nabil a bien résumé le sujet. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais apporter d'autre, mais dans mon domaine, c'est tout ce qui est RF engineering puis design des réseaux cellulaires. Ça commence, c'est exactement ce qu'a dit Nabil, c'est automation. Genre comme la compagnie pour laquelle je travaille, puis elle développe le logiciel iBrief Design, puis il y a beaucoup d'automation qui se rajoute à chaque année. Avant, tout se faisait manuel, fallait mettre les antennes manuellement, fallait faire le calcul manuellement. Maintenant, tout se fait automatiquement. On a juste à définir l'environnement puis dire, OK, je veux une couverture de, je sais pas moi, moins 65 dBm de RSSI. Puis je la veux à 95% à chaque étage du bâtiment. Puis le logiciel va lui-même faire le calcul, puis mettre le nombre d'antennes nécessaires, puis va mettre le output power nécessaire. Donc oui, il y a beaucoup de positions ou de jobs qui s'offrent maintenant dans tout ce qui est software engineering. Il y a beaucoup de développement qui se fait dans tout ce qui est intelligence artificielle, donc comment faire que tout soit automatisé, que faciliter le travail et le mettre plus pour que ce soit plus rapide. Aussi, il y a ce qu'on appelle le augmented reality. Donc, non seulement tout est automatisé, mais il y a aussi le fait d'avoir un visuel. Donc, par exemple, avec les lunettes de Google, les Google Glass, on peut les mettre, puis on peut avoir un visuel sur je vais dans un je sais pas, moi je suis à l'institut, puis je mets les lunettes, puis je vais voir exactement où est-ce que les antennes vont être. Elles vont pointer vers où est-ce qu'il va aller le câble. C'est quoi le rayonnement des antennes, elles vont couvrir quelle partie. Puis ça, c'est le futur, genre tout ce qui est des petits gadgets comme ça qui sont connectés, ben, c'est ce qui fait le IoT, c'est les Connected Devices. Je sais pas qu'est-ce que... Nabil est vraiment à tout couvert là, je n'ai rien à rajouter en fait. Apparemment, on a perdu la connexion. Je vois comment on dit ça, un icon horizon, donc j'imagine qu'ils sont là. Allez-y. Ok. Pour l'intelligence artificielle, أنا نشوف فيها دركا في الموند تاع التيليكوم واش نديرو اون لونغ التكنولوجي تاع كيما بدينا حنايا بو بلانيفي او نيفو تاع الكود تاعنا ماشين تو ماشين ام تو ام تكنولوجي يوتيليزو فيها الار اف اي دي تكنولوجي شغل ميدو دي سيم بور لي ماشين ومن بعد انتيغريهم في الريزو تاعنا. دونك هذيك تاع بكري تاع لورينطاسيون تاع لي زوبيراتور دركا راه جوست زعما تعطي لي سيم غير لي زابوني تاعها. دركا البيزنس تاعهم سيكبو تاع البيزنس تاعهم تبدل، دركا راهم يخمموا باش يديروها باش كل ماشين يعطوها السيم كارت تاعها ويعطشوها الريزو. ديرنييرمون شغل لي زوبيراتور هنايا شغل راهم يخدموا باش يديروا intelligence artificielle juste pour smart city, smart health, smart office. Donc segment تاع les opérateurs دركا تبدل شغل لورينطاسيون تاع les opérateurs ما ولاش يخدم غير في الدومين تاع التيليكوم دركا، ميم يولي يخدم في مع الغوفرنمون مع في السيتي توسكي ميم الهيلث كوتي ميديسين تو سا. تما درك جينيرالمون خصك ليدي هذيك تاعكم تاع ما تخدم غير في تاع اوبيراتور سي بون تبدلت. دوك تقدر ميم تخدم في دومين في الفيتور لازم تكون تميتيزي ماشين تو ماشين انترنت اوف ثينك ار اف اي دي تكنولوجي باش تقدر تخدم في الدومين تاع الهيلث، تقدر تخدم في الدومين تاع الغوفرنمون اي تو سا بور امبليمونتي الريزو انترنت اوف ثينك شي الغوفرنمون ولا الولايه ولا ميم في الهيلث. دونك انا نشوف فيها الفيتور كلشي يولي كونيكتي ميم لا تكنولوجي سي بيان زعما دركا تبداو تقراو تاع كلاود اي تو سا
Internet of Things, machine to machine et tout ça. Donc, هذا واش نقدر نقول concernant l'intelligence artificielle. Je sais pas si vous nous entendez. Ouais. Donc, je vais juste m'appuyer sur ce qu'a dit Taïb pour pour dire une chose. C'est que les télécoms d'aujourd'hui, les télécoms d'il y a 10 ans, ça n'a rien à voir. Les besoins d'il y a 10 ans et les besoins d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Au moment où il y a 10 ans, on cherchait à essayer d'appeler quelqu'un, à rester toujours en contact. Aujourd'hui, c'est vraiment un autre monde. Aujourd'hui, c'est un monde qui est connecté, un monde qui est interactif. Donc, la question, c'est pas de savoir est-ce que le monde de demain, est-ce qu'il va être bouleversé, mais le bouleversement, il a déjà commencé. La question, c'est de savoir comment on peut faire pour rattraper ou accompagner ce changement. Et donc, je vais m'appuyer sur un point très important qui a déjà été abordé ce matin même lors de la conférence concernant le big data et la data science. Donc, ce sont vraiment quelque chose de très important d'aujourd'hui, c'est que les données qu'on échange, il y a des gens qui sont de l'ordre de gigas, de je sais pas quoi. Aujourd'hui, on parle vraiment des données qui dépassent ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de développer le big data pour pouvoir accompagner ce changement-là et pour pouvoir, on va dire, il y a un défi très important aujourd'hui qui est le défi économique. Donc aujourd'hui, au moment où on a besoin, on va dire, d'une dizaine de personnes pour faire marcher un système ou pour faire produire un produit, aujourd'hui, on utilise l'automatisation. On essaie d'automatiser. Je vais vous parler de mon expérience d'aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de faire des expressions de besoin pour l'automatisation d'un fonctionnement. Je vous donne un exemple simple, la création des liens de transmission entre, par exemple, une baie et le corps de réseau. Avant, il se faisait, je parle de mon projet, hein, avant, il se faisait d'une manière manuelle, la création des liens. Attendez. Oui, mais on n'a pas encore répondu à la dernière question. Donc, avant, la création des liens de transmission se faisait d'une manière manuelle, c'est-à-dire la création de toutes les couches. Aujourd'hui, il y a une expression de besoin pour faire en sorte qu'un outil qui est développé par une équipe de SI puisse produire ces liens de transmission. Donc, il y a un gain de temps, il y a un gain aussi très important parce que quand on parle de l'humain, on parle on parle de la probabilité de l'erreur. Donc, quand il n'y a pas l'humain, la probabilité de l'erreur, elle diminue. Donc, il y a l'efficacité, il y a la réduction des coûts, et donc tout se lie aujourd'hui. Donc, je relie l'automatisation ou big data pour la quantité d'informations qu'on doit traiter et la data science qui vient avec le big data. Donc, il faut vraiment s'orienter vers un monde qui est connecté. Je ne sais pas c'est quoi le programme d'aujourd'hui à l'Institut. Bon, on nous parle toujours d'un changement de programme et d'une évolution des programmes. J'espère que ça a été fait. Je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, il faut vraiment s'orienter à un monde connecté, s'orienter à un monde où le besoin a changé et faire en sorte qu'on puisse accompagner ce changement-là. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Je pense qu'on nous a demandé de ne pas répondre à la dernière. On répond à la dernière question ou pas? Je ne sais pas. Ok, apparemment oui. Bon, la dernière question. Donc, avec modestie, je vais dire que la question elle est un peu mal posée parce que une carrière professionnelle, s'aventurer dans le monde de la start-up, on ne peut pas s'aventurer. Okay. Donc, premièrement, je décris le monde des start-up. Je travaille dans une start-up qui a quand même 8 ans d'existence, qui a 200 millions de dollars d'investis dedans et qui est cash positive. Dans une start-up, en général, on prend des gens qui sont compétents, très compétents dans différents domaines et qui sont à la base de l'existence de cette start-up. Donc, une start-up ne va pas
ne va pas vraiment prendre des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux façons de gérer sa carrière. Une façon, c'est d'être très pointu dans un domaine particulier. OK? Et il y en a beaucoup. Et l'autre façon de gérer sa carrière, c'est d'évoluer si vraiment on veut aller vers le mot français dit commercial, mais c'est pas commercial. C'est vraiment être quelqu'un qui gère des sociétés, donc business oriented. Et là, il faut être pointu dans beaucoup de domaines. Il faut aussi être bon en finance, en gestion humaine, etc. Et là, on gère sa carrière. Je vais donner un petit exemple sur deux choix que j'ai faits qui ont été très déterminants pour moi. Premièrement, quand j'ai fini mes études comme IGE, j'étais très clair que je ne voulais pas travailler pour un fabricant européen. Absolument pas. J'étais contre ça. Pour moi, c'était old world. C'est des gens qui étaient très étatiques, un peu étatiques, etc. Donc, je parle Alcatel, Nokia, Ericsson. J'ai fait un choix. Je voulais travailler par un fabricant nord-américain. Bon, j'ai eu de la chance, c'est qu'au moment où j'ai fini mes études, il y avait les boîtes américaines venaient se baser à Londres pour gérer leur business en Europe. Donc, un an avant de finir mes études, j'ai envoyé mon CV à Nortel, à Lucent, enfin les gros nord-américains, et je suis venu, j'ai fait mes interviews quand j'ai fini. J'ai eu la chance de commencer comme ingénieur. Voilà. Ça, c'était un choix que j'ai fait. Après ça, une fois qu'on est dans une grande boîte, il y a des choix qu'on fait aussi, parce qu'on peut vous enfoncer dans un trou. Vous êtes toujours dans la même chose qui, au bout de 5 ans, 10 ans, vous vous retrouvez dans quelque chose qui est de la vieille technologie. Okay? Il faut faire très attention de gérer votre propre carrière dans toutes les boîtes de façon à ce que vous êtes toujours au devant des nouvelles technologies. Vous pouvez le faire, mais il faut être vraiment à cheval par rapport à ça. Maintenant, passer à une start-up. Bon, la start-up, c'est excitant. Il faut être vraiment pointu, mais aussi, il y a beaucoup de risques. Okay? Une start-up, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Si vous travaillez pour une start-up, à mon avis, il y a deux endroits dans le monde où ça marche bien. C'est vrai qu'aux US, Silicon Valley, j'ai mon frère qui travaille là-bas, c'est quelque chose qui est... C'est une machine qui roule, en fait, pour les start-up d'un point de vue finance, etc. Mais en Europe, je dirais, en France, il y a en ce moment beaucoup d'énergie, d'argent investi dans les startups et ça vaut le coup de tenter l'aventure. Maintenant, il faut, à mon avis, il faut d'abord commencer par une grosse boîte. On apprend au maximum et une fois qu'on est pointu, on se sent bon. À ce moment-là, on peut aller vers une startup. Voilà ma recommandation. Mais c'est pas des mondes qui sont déconnectés. Manufacturing, old world ou startup. Tout est lié. C'est une question d'être pointu ou pas. Et on se sent, en fait, preneur de risques. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Donc, il ne faut pas aller contre son caractère non plus. Voilà ma recommandation et je pense qu'il y a des questions, on y répondra. Concernant la différence entre start-up et les grosses boîtes, je dirais que par mon expérience, des grosses boîtes, ça veut dire de l'expérience, probablement peut-être de la stabilité, mais pas beaucoup de chances d'évoluer parce que généralement, les grosses compagnies, les gros opérateurs ou les gros manufacturiers, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de compétition. C'est pas évident d'évoluer. Généralement, les positions de leadership sont toujours données à des gens qui ont des années et des années d'expérience puis qui viennent de d'autres boîtes. Par contre, je rejoins Nabil sur ça pour avoir beaucoup d'expérience. C'est là où il faut commencer parce que, comme on dit en Algérie, là, vous allez voir c'est quoi l'environnement professionnel. C'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. Après, c'est clair qu'une startup, je n'irai pas à dire que c'est quelque chose qu'on s'aventure dedans, mais c'est clair que c'est un autre défi parce que généralement, comme Nabil, les startups recrutent des gens qui sont expérimentés. Si vous êtes partie des fondateurs de la startup et vous avez une idée, ben ça c'est
c'est un autre défi parce que ça a des chances de réussir, de ne pas réussir, c'est autre chose. Vu que c'est petit, on a accès plus au leadership, on a accès au CEO, on a accès à tous les gens qui sont dans le leadership, puis les possibilités d'évoluer ou de changer ou d'aller latéralement sont beaucoup plus grandes. Alors que grosse compagnie, c'est vraiment pas évident de changer de carrière ou de changer ou juste d'évoluer, d'être un simple ingénieur, pas un manager. Ça peut prendre des dizaines d'années. Contrairement à une startup où est-ce que ça bouge tout le temps, généralement les startups ça grossit, ils recrutent du monde, puis généralement ils préfèrent les gens de l'interne. Donc si une équipe s'agrandit, puis il y a un besoin de créer une deuxième équipe, ben, c'est clair que fera partie de l'équipe existante. Après, en ce qui concerne les nouvelles technologies puis apprendre de nouvelles choses, ça va vraiment dépendre de la compagnie, mais en général, les grosses boîtes, c'est lent à bouger, à part genre ceux qui sont vraiment dans high-tech, qui sont toujours à l'affût des nouvelles technologies. Généralement, les startups, pour survivre, elles ont besoin de toujours être à l'affût de ce qui est nouveau, de toujours être au début de quelle tendance, si c'est IoT, si c'est l'intelligence artificielle, si c'est blockchain, si c'est n'importe quelle nouvelle technologie. Les startups sont toujours là à essayer d'être en avance. Et ça, je pense, c'est un gros avantage parce que le fait d'être en avance sur tout le monde et d'avoir des informations que beaucoup de monde n'ont pas, je trouve que c'est vraiment important pour avancer dans la carrière parce que le plus qu'on a d'informations sur un sujet, le plus qu'on a de l'avance sur les autres, si, admettons, il y a une possibilité d'évoluer dans la carrière ou d'aller ailleurs, avoir plus d'années d'expérience dans un domaine spécifique fait en sorte qu'on se démarque par rapport aux autres candidats. Voilà ce que j'avais à dire. Puis, honnêtement, c'est avec des startups qu'on a plus accès à ce qui est nouvelle technologie qu'avec des grosses boîtes. Parce que généralement, les grosses boîtes, c'est un process qui est établi. Pour que le process change, ça prend du temps. C'est juste expérience personnelle, ça dépend vraiment de chaque compagnie. أنا نشوف ستارت اب سي ان بو ريسكي كونسيرنون في الدومين تاع البيزنس شحال تانفيستي دراهم ومن بعد شوف الاوتبوت اللي تقدر دير ريتيرن اون انفستمنت غادي يخرج لك. دونك نعطيكم لو كا هنايا بدينا افيك ان ستارت اب في الام تو ام انترنت اوف تيكس ماشين شغل كانت عندها ليدي زعما 3 انجينيور معاهم واحد انفستي معاهم. بدينا بليدي تاع انترنت اوف تينك ماشين تو ماشين كونيكتيفيتي دار زعما ديتيكسيون تاع الباركينغ شغل طوموبيلات ولا عندهم دي سيم كارد ومن بعد قبل ما تدخل باركينغ سبيس فيريفي اسكو كاين باركينغ سبوت ولا لا. دونك سي اوتوماتيك قبل ما تدخل باركينغ يقول لك تجيك نوتيفيكاسيون كاين سبوت ولا ما كاين سبوت ديريكتومون تخرج على الباركينغ. بدينا فيه بروجي هذا خدمنا طلعنا خدم شويه ومن بعد بروبليم اللي وقعنا فيه شغل ما كاش بزاف اللي حبوا يشروا اللي يبغاو يشروا هذيك تاع لي سيم كارد اون فان كونت هذا البروجي حبس ديريكتومون وخرجوا خاسرين في البروجي. دونك ستارت اب شغل ليدي شابه مي بروبليم تاع انفستيسمون بروبليم تاع لي كليون تاعك اسكو تقدر تبيع السيرفيس تاعك ولا لا اسكو تدير انفستمنت اسكو فيها بروبليم لازم تكالكيليه بيان لازم تكالكيليه الريسك اللي باغي تحسبه. كون في الجزائر pour avoir un startup, je vois mal très 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 difficile. Mais je préfère étudier qui خرج من l'université يخدم في الدومين تاع بروفيسيونيل يشوف كاين سوسيتي تكون مليحه هما ولا في التربيه في السكن ماني تاعي يشوف ستاج مليح في كاين سوسيتي بريباري على السوسيتي يدخل الدومين بروفيسيونيل كي يدخل الدومين بروفيسيونيل لازم يكون يخير تكنولوجي بوينتو وهذيك التكنولوجي بوينتي يفونسي فيها بزاف او مون طون يقدر يدير دي زونتروتيان افيك دي ستارت اب ويشوف حل سالي تخرج ستارت اب اسكو عندها ريتيرن انفستمنت يكون مليح ولا ماشي مليح. هذه دونك تبان لي سي دو ريسك ا بروندر.
Donc, à éviter, pour ingénieur, je préfère le domaine professionnel que startup. Voilà. Pour ma part, en fait, la différence pour moi entre une start-up et une grosse entreprise, bon, moi, j'ai pas eu la chance de travailler dans une start-up, mais je pense qu'on apprend plus dans une start-up parce qu'on a plus accès à des outils, on a plus de liberté, on a plus de levier pour apprendre et pour proposer des choses. Contrairement à une grosse boîte où tout est bien, il y a plus d'horizontalité. De ce fait, quand on est dans une grosse boîte, on suit la stratégie globale de la boîte. Alors, quand on est dans une start-up, on apprend mieux, il y a plus de risques, certainement, il y a plus de challenges, mais quand on est dans une grosse boîte, il y a plus de sécurité, certes. On apprend moins par rapport à une start-up. Mais je pense que la finalité pour nous, enfin je parle de mon cas, je pense que le mieux serait d'être dans une grosse boîte pour comprendre déjà le monde du travail dans un premier temps et après s'orienter pas pour travailler dans une start-up mais pour créer sa propre start-up. C'est-à-dire la finalité, c'est de créer sa propre boîte. Je pense que c'est l'objet de la question, si je me trompe. Si je ne me trompe pas, c'est de dire est-ce qu'on reste dans le monde professionnel, de travailler chez une boîte ou de créer sa propre start-up. Et donc, pour répondre à cette question, je dirais qu'il faut d'abord travailler dans une grosse boîte pour apprendre le métier, pour apprendre comment se structure une boîte et pour au final pouvoir créer sa propre boîte. Et donc ça va être, je pense qu'il doit être un objectif pour chacun d'entre nous de se dire que demain, je vais créer ma propre boîte. Après, ça dépendra, comme il a dit Nabil, ça dépendra de la personnalité de chacun, du caractère de chacun. Il y en a, ils ne veulent pas prendre des risques. D'autres, c'est dans l'âme. Après, voilà, donc ça dépendra de chacun, ça dépendra des orientations de chacun. Mais les deux ont des différences. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'on peut juste clôture? Ouais. Clôture, il n'y a pas de question. Un mot de fin. Ça aurait été bien d'avoir des questions. J'imagine qu'il y en a. On a Omar qui vient de se rajouter. Peut-être à lui poser les questions. Okay. Clôture, dommage. OK. Attends, pour moi avoir un dernier mot. Et là, ce que je propose, puisqu'on est là, donc je ne sais pas s'ils sont partis ou pas. Déjà, c'est bien qu'on a eu l'occasion de nous connaître entre nous. Et même s'ils ne nous écoutent pas, ce n'est pas grave. Je pense que la proposition à faire, c'est de, en fait, prendre, s'ils sont d'accord une fois par mois, un d'entre nous fasse une présentation sur un sujet. Et je pense que ça les aiderait. Parce que là, c'est rapide, donc on couvre beaucoup de choses. Mais prendre un sujet et puis faire une présentation sur quelque chose de particulier, je pense que ça aiderait énormément. Après, c'est toujours encourageant hein, d'avoir des initiatives pareilles. Je voulais juste avoir un dernier mot pour les remercier déjà de nous avoir réunis ici. Ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas s'ils sont toujours là ou pas, d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Ben, je vois toujours Horizon Club. Ah oui. Oui. Donc, je pense ils ont des contraintes de temps et je comprends. Hein. Et donc, pour ma part, je voulais juste les remercier de nous avoir réunis ici. C'est vraiment un grand plaisir. Ça fait chaud au cœur. Et pour Horizon Club, juste. OK. Pour Horizon Club, juste je suis vraiment fier de les avoir réussi aujourd'hui. Bon, je suis partie des premières personnes qui ont contribué à sa création et de les voir aujourd'hui réussir et organiser de tels événements, ça fait vraiment chaud au cœur. Et je suis fier de ce qu'ils ont accompli
de ma part, je lance juste un appel à tous les étudiants, vraiment de s'intéresser à ce genre de club. Ça nous fait avancer, ça nous fait évoluer dans tous les domaines, hein, techniquement, ou même dans le domaine de pouvoir discuter avec des gens. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est pour ça que je lance un appel à tous les étudiants pour, pour rejoindre ce club. Voilà. Très bien. Pour ma part, je remercie tout le monde aussi. Ça m'a fait plaisir de parler, de revoir la salle. Je ne sais pas si c'est la même salle où j'étais avant la naissance de beaucoup d'étudiants qui sont dans la salle. Donc, ça fait bien longtemps, mais ça me fait plaisir. Si on peut aider, on est là. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous, surtout sur des sujets qui sont peut-être pas évidents à voir de là où vous êtes, que ce soit IoT, Low Power Silicon, Edge Analytics, toutes ces choses-là qui sont importantes. Donc, sinon, je vous souhaite bon courage et bonne carrière. Merci Nabil. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment العام فات كنت تما هذا العام دوماج أنا ما عشت تما. يعجبوني هذا الانيشيتيف كيما هما بو انكوراجي زعما لي ستوديون هكا يديروا. انا جو بريفير زعما وكان زعما يديروا لي بريزونطاسيون، كل واحد يدير بريزونطاسيون هكا يشرح فيها موضوع ولا بريزونط فيها موضوع سيغ تو ام ولا كلاود و سو، زعما يعاون لي ستوديون هكا باش يفهموا باش يعرفوا واش كاين في الفيتور، واش كاين الدومين اللي يقدروا يبريزونتوه، اللي يقدروا يخدموا فيه، اللي يقدروا يشوازوا في الميموار تاعهم فيه. يعطيكم الصحة وإن شاء الله نتلاقوا إن شاء الله العام الجاي طبعا. On reste toujours en contact. Je trouve c'est une belle initiative. Bravo. Bonne continuation parce que ça fait plaisir de voir des jeunes de l'Institut qui s'organisent puis qui essaient de faire le pont entre les anciens étudiants et les nouveaux ou les actuels étudiants plutôt. Concernant les présentations, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, si je me rappelle bien, en 2014, j'avais fait une présentation aussi que j'avais enregistrée. Puis, donc, c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Je pense que l'idéal, ça serait un mélange entre les deux, où est-ce qu'il y aurait un sujet à traiter, puis quelqu'un qui serait expert dans ce sujet-là ferait une présentation, puis par la suite, il y aurait une session de questions-réponses par rapport à ce sujet particulier. Mais lâchez pas, les gars, c'est une très belle initiative, continuez. Merci pour l'invitation, puis s'il y a de quoi, contactez-nous sur LinkedIn ou peu importe quel réseau que vous utilisez. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions ou de vous aider si c'est possible. Allez, bonne journée. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter la session. Puis, je sais pas comment on continuera. s'organiser. On restera en contact.